Bonjour à tous. Donc on va maintenant tenir un atelier. On démarre un petit peu en retard, donc je vous propose pour ceux que ça intéresse de s'installer. Peut-être vous dire de quoi on va parler dans un premier temps. Donc c'est un atelier qui va parler de tiers-lieux, avec le titre suivant, des tiers-lieux aux hubs territoriaux. Quelle place pour les pouvoirs publics locaux? Donc je me présente, je m'appelle Franck Burderon, je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle Ocalia, qui est basé dans la région lyonnaise et qui dispose aussi d'une agence en Belgique. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de monde avant, mais ça fait presque 15 ans qu'on a monté cette manifestation qui a pris de l'ampleur. Je suis un des fondateurs des Interconnectés et c'est vrai que de voir la présence de ministres, une salle bien bondée, ça a bien baissé depuis, hein. Ça nous fait chaud au cœur et finalement ce qu'on avait imaginé il y a une bonne quinzaine d'années maintenant porte ses fruits. Et je dirais que la cause du numérique progresse dans le milieu public et c'est tant mieux, même si ça pose tout un tas de questions, on l'a vu juste avant. Donc nous on va traiter d'un sujet un petit peu périphérique par rapport à cette question du numérique, même si c'est complètement lié. C'est la question des tiers-lieux. Je vais co-animer cette séquence avec Vincent. Donc Vincent Lecomte, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Vincent Lecomte. Moi j'ai fondé le cabinet Faire Ici, qui est un cabinet de conseil en développement local, qui accompagne notamment les territoires sur les réflexions en termes de modèles de développement économique, attractivité, avec derrière en clé de voûte des réflexions la question de l'ancrage local. Et donc là, par rapport à notre sujet du numérique, le sujet c'est comment on ne perd pas de vue l'ancrage local tout en déployant les usages numériques. Voilà. Alors, je m'excuse pour les personnes qui sont au fond, si c'est possible, soit pour ceux qui veulent participer de s'installer, soit de passer dans la salle à côté, parce que du coup, apparemment, dans la salle, ça résonne un petit peu, on s'entend pas très bien. Merci. Donc, on va co-animer cette session avec Vincent. On va vous présenter dans quelques secondes nos invités. Il en manque un qui ne devrait pas tarder d'arriver. Mais peut-être avant de commencer, revenir un petit peu sur ce mot, parfois qu'on qualifie d'un petit peu valise, en tout cas un terme assez générique, ce mot de tiers-lieu. Il y a parfois des discussions, des débats qui peuvent être un petit peu animés sur ce qu'on entend par tiers-lieu. Pour essayer de schématiser ça, on ne prétend pas détenir la vérité, mais on a essayé de récupérer un certain nombre d'éléments qu'on a pu consulter dans différentes études et essayer de construire un schéma qui permet de synthétiser un petit peu la diversité de ce mouvement qui va s'afficher normalement sur le... Ah oui, d'accord. Qui va s'afficher, mais vous n'allez pas voir grand-chose, donc je vais le commenter, les couleurs étant un peu pâles. En fait, quand on regarde cette dynamique des tiers-lieux, déjà ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a presque du moins une dizaine d'années, en gros, en tout cas, cette terminologie n'existait quasiment pas, même si elle a été inventée par un chercheur. En tout cas, elle n'était pas très largement diffusée comme elle peut l'être aujourd'hui. On comptait quelques lieux sur tout le territoire national et selon le dernier recensement, mais Yolène y reviendra dans quelques minutes, on compte près de 2000 tiers-lieux aujourd'hui en France. Donc on voit que c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années, qui recouvre par contre une grande diversité de choses. Depuis les espaces qui viennent plutôt du monde de l'immobilier que vous avez à gauche sur mon schéma, avec les espaces de coworking, les Fab Labs, etc., vers des lieux beaucoup plus... de dimension beaucoup plus innovation sociale, dimension socio-culturelle, voire même de l'accès aux services publics en lien avec les sujets qui ont été évoqués juste avant et qu'on retrouve tout à droite de ce tableau. Donc aujourd'hui, on a une diversité de tiers-lieux qui parfois embarquent un petit peu de tout ça, parfois sont très spécialisés sur un des champs thématiques.
Donc pour vous parler et faire un petit état des lieux, en fait, on va organiser, peut-être Vincent, si tu veux rappeler un petit peu comment se déroule notre atelier, les 3 temps. Alors effectivement, tu le disais, la situation est très diverse, donc on va commencer par essayer de mettre un petit peu d'ordre dans le panorama. Donc on va avoir un premier temps, on va revenir sur l'état de la situation en France, mais on va aussi regarder de l'autre côté de la frontière en Belgique, comment se structurent les tiers-lieux dans les territoires, avec notamment 2 interventions, celle de Yolène Proux, déléguée générale de France Tiers-Lieux, qui nous parlera aussi de cette structure toute récente, et Jérôme Mabi, qui est directeur d'Ocalia Belgique, qui anime à ce titre, dans le cadre d'une mission qui est confiée à Ocalia, le réseau des espaces de coworking wallons. Dans un deuxième temps, on viendra évoquer la question de la vie de ces lieux, des connexions de ces lieux entre eux à travers des témoignages de responsables, soit de lieux, soit de réseaux territoriaux d'espaces de coworking notamment, avec quelques illustrations. Et puis un troisième temps, on vous laissera la parole si vous avez des questions, profitez de la présence de nos différents témoins pour pouvoir affiner votre connaissance ou éventuellement essayer d'élargir un petit peu le champ de nos questionnements. Donc du coup, on va commencer par Yolène. Donc Yolène Proux, tu es, on se tutoie, donc on va pas. Hein. Donc tu es déléguée générale de France Tiers-Lieux. Déjà, c'est quoi France Tiers-Lieux ? Alors France Tiers-Lieux, c'est une association qui a été créée au mois de novembre l'année dernière officiellement, on va dire, et qui était une volonté très forte à l'issue du rapport qui a été fait sur l'état des tiers-lieux en France par Patrick Lévy-Weitz, rapport qui avait été commandité par le gouvernement, par le ministère de la Cohésion des Territoires en 2018. Au départ, ce rapport en fait était pour faire un état de la situation des espaces de coworking en fait, et tout ce qui facilitait le télétravail dans les territoires pour limiter la mobilité. Donc Patrick Lévy-Weitz a monté une mission, d'ailleurs avec Lucie ici présente, donc avec beaucoup d'acteurs de terrain en fait, du coworking, mais pas que en fait, plus largement des structures de l'ESS, des porteurs de projets, que ce soit aussi autour des friches culturelles, autour des Fab Labs. Et donc très vite, en fait, ce mouvement est passé d'un état des lieux du coworking à une dimension beaucoup plus large, qui est donc celle des tiers-lieux, puisque au-delà des métropoles, en fait, on se rend compte que ces lieux qui font de l'accueil de coworking ne font pas simplement de l'accueil de coworking, mais bien plus, avec des activités sociales, avec des activités culturelles aussi pour certains. Donc on est là dans la définition un peu large du tiers-lieu, qui est un lieu qui rassemble plusieurs activités. Mais pas seulement d'ailleurs, puisque ce qui est propre aussi à ces lieux, c'est de fédérer une communauté en fait autour de ces activités. Donc ce rapport qui faisait état de la situation, donc effectivement est arrivé à une conclusion de à peu près 1800, peut-être aujourd'hui effectivement 2000 tiers-lieux en France, avec des structures vraiment là très, très différentes et un besoin d'accompagnement assez fort de ces lieux. Donc le rapport fait état de 28 recommandations pour accompagner ces lieux, de la structuration des modèles économiques jusqu'à des questions qui sont liées à l'immobilier, à l'acquisition des biens. Enfin voilà, donc j'y reviendrai plus tard. Donc à l'issue de ce rapport, en fait, a été lancé par le gouvernement le plan d'action national de soutien aux tiers-lieux, qui a donné naissance à un programme de l'État qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui est porté par la nouvelle agence, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et pour favoriser ce déploiement de ce programme dans les territoires, a été effectivement créée donc cette association qui a pour but d'être vraiment le lien entre le programme national porté par l'État et les porteurs de projets. Donc en fait c'est un outil, en fait nous on l'explique voilà comme ça, l'asso c'est un outil au service des porteurs de projets qui va mettre en place plein d'outillages justement pour favoriser leur développement et leur émergence dans les territoires. Donc on va favoriser l'accompagnement, favoriser la mise en réseau des porteurs de projets pour les aider donc à structurer leur lieu. Donc on est vraiment entre le programme national de l'État et les porteurs de projets, et aussi la troisième entité qui a été développée, qui a été créée à l'issue
de ce programme national qui est le Conseil national des tiers-lieux. Je ne sais pas si vous avez eu écho de cette instance. Pour représenter à un niveau national justement la diversité des lieux, donc les acteurs ont eu à souhait de se rassembler dans ce Conseil national des tiers-lieux. Donc aujourd'hui, il regroupe 63 membres qui représentent la diversité des lieux dans les territoires. Donc on a des acteurs référents sur l'économie sociale et solidaire, sur les friches culturelles, sur le coworking, il y a des collectivités aussi qui sont présentes. Voilà, donc c'est toutes les parties prenantes en fait un peu représentatives de ce qu'est la dynamique aujourd'hui des tiers-lieux en France. Donc nous, associations, on s'appuie bien évidemment sur ce Conseil national pour travailler des thématiques pour structurer la filière des tiers-lieux en France. Voilà, puis autres acteurs avec lesquels on interface, c'est tous les partenaires, publics ou privés, donc les financeurs. Donc à l'issue de ce programme national, il y a eu des engagements qui ont été pris de fonds. Amundi et l'ANRU qui ont mis 50 millions sur la table pour financer des développements d'espaces de coworking dans les quartiers prioritaires de la ville. Et Action Logement aussi qui a mis 50 millions sur la table pour financer des espaces de coworking. Donc voilà, nous on aide aussi ces structures à faire en sorte que leur appel à projet, en tout cas leur financement, soit bien orienté vers les bons projets dans les territoires. Yolène, peut-être nos missions, peut-être. Ouais, du coup, je suis passé peut-être un peu vite, mais je suis pas sûr que ce soit toujours si ça y est. Ouais, c'est peut-être pas très lisible. En tout cas, pour vous dire, les grandes actions qu'on mène, nous, structure nationale, c'est déjà la structuration de réseaux dans les territoires, parce qu'on va pas tout gérer. Enfin, ça n'a pas de sens en fait de se dire qu'au niveau national, on va gérer une politique qui est très à ambition territoriale. Donc, on a un objectif qui est de structurer des réseaux régionaux. C'est effectivement. Donc il y en a déjà en puissance qui sont établis. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a la coopérative des tiers-lieux qui est un réseau qui est là depuis une dizaine d'années. Et en fait, le rôle des réseaux, c'est vraiment donc là de développer une offre de services, d'accompagnement et de structuration pour l'ensemble des porteurs de projets du territoire. Donc ils font de la formation, ils font du conseil, ils font de l'aide au développement de modèles économiques, ils font de la mise en réseau, ils développent des outils. Voilà. Donc ça, c'est un modèle un peu école, on va dire, qu'on essaie de répliquer dans les autres régions. Donc il y a la Compagnie des tiers-lieux aussi en Hauts-de-France, qui le fait beaucoup sur la métropole lilloise et qui commence à étendre son activité sur l'ensemble de la région. Et donc vous voyez tous les acteurs qu'on a identifiés, donc ça c'est le travail qu'on a mené là, depuis qu'on a été créé, d'identifier dans tous les territoires les réseaux qu'on peut activer pour faire vraiment cet accompagnement très territorial. Et puis il y a évidemment les fabriques de territoire, je pense qu'on va y revenir, qui ont été labellisées, mais qui vont être des points aussi importants pour nous, avec lesquels on va travailler, qu'on va solliciter à faire de l'accompagnement sur là un réseau très local. Donc ça, c'est une des premières missions de l'ASSO, c'est celle-ci, donc c'est de structurer des réseaux dans les régions. Après, on a une deuxième grande mission, ça va être d'outiller les porteurs de projets. Donc on est en train de développer un centre de ressources qui mutualise toutes les bonnes pratiques et qui met en réseau tous les lieux. Donc ça, on y travaille. L'objectif, c'est de créer un commun en fait, et donc que chacun puisse contribuer à cet outil, que tous les porteurs de projets vraiment puissent l'alimenter pour faire du pair à pair, de l'échange. On travaille sur la professionnalisation de la filière. On a un enjeu de créer des formations certifiantes. Aujourd'hui, les tiers-lieux, ça s'est développé de façon assez empirique, on va dire. Il y a un réel besoin d'avoir des personnes salariées dans ces lieux, qui animent ces lieux, un lieu vit que s'il y a une personne qui est au centre, qui facilite en fait l'activité de ce lieu. Donc cette personne-là, en fait, aujourd'hui, ça correspond à un métier et on essaie de faire reconnaître ce métier. Puis on travaille aussi évidemment sur des développements de partenariats au niveau national. Là, on est en train de travailler avec Pôle emploi sur comment on peut faire des tiers-lieux, des interfaces pour créer des parcours d'accompagnement des personnes en situation de recherche d'emploi. Ça vous donne un petit panorama, et évidemment de l'animation nationale, puisqu'on fera une journée avec l'ensemble des porteurs de projets de tiers-lieux en France, l'ensemble des réseaux et des collectivités qui s'engagent aujourd'hui
sur ces thématiques. Et pour revenir sur les collectivités, on souhaite aussi travailler sur des parcours de formation des collectivités à commencer à une acculturation, donc qu'est-ce qu'un tiers-lieu, comment on crée une dynamique de tiers-lieu et comment en tant que collectivité on accompagne cette dynamique dans son territoire et quel est le rôle de la collectivité dans cette dynamique territoriale. Il y a déjà des réseaux régionaux qui font ce type de formation, nous on essaie de faire remonter ça à un niveau national, voilà, pour que quand une collectivité a une question puisse s'adresser à nous et qu'on soit en capacité de proposer un parcours de formation adéquat. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas trop cette dynamique, est-ce que tu constates des différences sur l'émergence des tiers-lieux entre ce qu'on peut observer dans les grands centres urbains, plutôt en milieu rural ou toutes les strates intermédiaires, on va dire? Tout à fait. Non, effectivement, il y a une réelle différence entre ce qu'on voit dans les centres urbains et dans les métropoles et ce qu'il y a par ailleurs. D'ailleurs, le plan du gouvernement est orienté sur deux priorités. 150 lieux labellisés, financés dans les quartiers prioritaires de la ville et 150 lieux en ruralité. En métropole, ça se passe plutôt bien, il y a une très bonne dynamique, il y a des gros acteurs qui sont présents, il y a des acteurs privés qui investissent. Enfin, il y a un modèle économique évident sur des espaces de coworking en métropole. Voilà, nous, notre rôle, il est plutôt d'accompagner à cette émergence-là dans des bassins d'activité en territoire rural. Voilà, c'est plutôt ça l'enjeu. Et d'ailleurs, il y a une forme un peu différente effectivement des lieux, puisque on a vraiment cette logique d'hybridation quand on est sur des territoires plus ruraux, où le lieu vient aussi voilà, développer des services qui s'étaient retirés des territoires ruraux. Donc on a beaucoup de tiers-lieux qui se développent autour de l'alimentation durable, qui font des épiceries solidaires, qui remettent du lien social, d'où aussi le fait de penser à comment on fait venir du service public dans ces lieux-là aussi. Il y a les maisons France Service qui se développent. Voilà, on est en train de travailler aussi avec l'État à créer des connexions un peu évidentes entre ces lieux qui sont d'initiative citoyenne, donc qui sont fréquentés par les citoyens, et la remise d'un service public dans les territoires un peu voilà, écartés. C'est ce qui du coup explique la manière dont a été bâtie l'AMI Fabrique de Territoire. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette fabrique? Il y a eu récemment les premiers lauréats qui ont été communiqués. Comment ça va se passer aussi dans les prochaines vagues? Alors effectivement, donc cette AMI, comme je le disais, c'est pour labelliser 300 lieux donc, qui seront labellisés Fabrique de Territoire. Il y en a 150 dans les QPV, il y en a 150 en ruralité. Parmi les 150 des quartiers prioritaires de la ville, il y en a 30 qui seront labellisés Fabrique numérique de Territoire, puisqu'il y a un fort enjeu de ces lieux de faire, comme on le disait précédemment, de l'inclusion numérique et de l'accompagnement aussi des entreprises à leur transformation numérique. Donc il y a eu un bonus, on va dire, sur les 150 000 € distribués aux lieux. Il y a eu un bonus de 100 000 € pour accompagner ces lieux à orientation très numérique. Cet AMI, il est en plusieurs vagues pour justement permettre aux lieux de se structurer, parce qu'à l'issue de ce rapport, en fait, il y a eu un constat qui est ça va être en développement, qu'il y a un besoin d'accompagnement sur des modèles économiques notamment et sur des modèles de gouvernance ouverts. Donc l'idée n'était pas de faire un one-shot et mettre tout l'argent dès le début, mais vraiment d'accompagner à la montée en puissance de ces lieux, d'où le fait que les vagues sont successives jusqu'à fin 2021. Donc là, il y a eu une première vague qui a été annoncée en début de semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui a labellisé 80 lieux, donc les 30 fabriques numériques de territoire, plus, il y avait 32 exactement, et le reste en fabrique de territoire. Alors, c'est quoi une fabrique de territoire? C'est un lieu qui a une logique tiers-lieu, d'hybridation d'activités, qui a une communauté déjà présente et active, qui a une gouvernance qui est ouverte, c'est-à-dire que les usagers ou les habitants font partie de la gouvernance du lieu, en fait, et décident, sont aussi acteurs de l'animation de ce lieu. Et très important sur la fabrique est un tiers-lieu qui a cette capacité à rayonner sur son territoire, donc à être un peu
un centre ressource en fait pour les autres lieux dans le territoire qui souhaiteraient monter en compétence sur le développement d'un tiers-lieu. Donc on demande aux fabriques d'aller faire cette animation territoriale à un niveau très local et de ne pas rester sur leur lieu mais bien de rayonner autour d'elles. Donc ça touche, donc c'est porté, on encourage des portages qui sont hybrides, qui sont associatifs ou coopératifs et qui embarquent des collectivités, mais on est plutôt pour la mixité du portage, c'est-à-dire qu'une collectivité seule, on préfère en tout cas que la collectivité ait identifié un mouvement associatif qui soit en capacité vraiment d'animer le lieu. Ça c'est très important pour la pérennité en tout cas de l'animation du lieu et la pérennité du lieu. Et donc les fabriques vont avoir un rôle à jouer au niveau de l'association, puisque comme nous on a pour mission de mettre en réseau, de créer des communs et de documenter ce qui se passe. Voilà, les fabriques vont être les premiers acteurs qui vont être sollicités pour documenter leur modèle, le partager et vraiment faire ce rôle d'animation de pair à pair. Oui, le thème de l'atelier, c'est des tiers-lieux territoriaux finalement à travers la MI Fabrique de territoire. C'est un peu une incitation justement à transcender le projet tiers-lieu tel qu'on l'a constaté pendant tout le travail mené par Patrick Lévy-Wetz pour justement amener aussi d'autres fonctions, aller encore plus loin dans l'hybridation et jouer de fait ce rôle de hub territorial. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée et tout ce qui va être... en tout cas, les projets qui sont porteurs de cette dynamique de coopération territoriale, parce qu'il y a un tiers-lieu est vraiment au cœur de cette dynamique de coopération et est censé aller chercher plusieurs partenaires, aller identifier d'autres lieux à potentiel autour de lui pour faire ce rôle un peu de hub. Alors je dis plutôt mini-hub parce que ça se joue à l'échelle de plusieurs communes. On n'est pas sur des réseaux régionaux, c'est pour ça qu'on a plusieurs échelles. En fait, on a vraiment les réseaux régionaux, on a ces fabriques qui vont faire ce côté hub très localement, et puis après des porteurs isolés qu'on va inciter en fait à se mettre en grappe avec les autres. Ok, merci. On aura un témoignage tout à l'heure justement de la part de Daniel Fabre, puisque vous avez été labellisé Fabrique de territoire, donc on y reviendra. On va peut-être passer la parole à Jérôme. Jérôme, donc toi, je le disais tout à l'heure, tu es représentant d'Ocalia pour la partie belge. Donc on va franchir la frontière avec toi et voir ce qui se passe notamment, plus particulièrement en Wallonie. Donc la Wallonie, c'est la partie francophone de la Belgique. En Wallonie, tu as la responsabilité d'animer le réseau des espaces de coworking wallon. Donc c'est une mission qui t'est confiée par l'agence du numérique wallon. Déjà, est-ce que la notion de tiers-lieu, elle fait sens, elle fait écho par rapport à ce que tu connais là-bas? Est-ce qu'il y a des choses dans ce que vient de dire Yolène où tu t'identifies assez facilement, ou est-ce que finalement tu identifies plutôt des différences assez marquées entre les types de structuration, la maturité peut-être du mouvement, voilà. Puis avant ça, peut-être nous dire un petit peu plus ce qu'est l'agence du numérique wallonne et quelles sont les missions qu'elle conduit. Pour commencer peut-être par là, donc je ne vous surprendrai pas en disant que l'agence du numérique est en charge de la politique de développement numérique sur le territoire wallon. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment a été définie cette politique, notamment au travers d'une phase qui s'est appelée de mémoire printemps du numérique et qui a codéfini la stratégie régionale avec les acteurs de l'écosystème wallon. Donc ça, c'est à relever, je pense, dans la mesure où ça s'entretient aussi par une gouvernance et ça s'entretient avec des sollicitations régulières de ces acteurs numériques. Dont certains ont été labellisés d'ailleurs Digital Champions, qui sont ambassadeurs. Est-ce que tu n'es pas un champion digital? Tout à fait, voilà. Félicitations. Donc voilà pour le cadre, l'agence du numérique veille technologique veille sur l'innovation, conseil du gouvernement et mise en œuvre de cette stratégie digitale, dont il y a quelques années mise en œuvre d'un réseau d'espaces de travail partagé, d'un réseau d'espaces de coworking. C'est dans ce cadre-là que nous intervenons avec Ocalia, dans l'accompagnement d'une deuxième vague de financement d'espaces en milieu rural.
Donc les premiers espaces de coworking lancés dans le cadre de Digital Wallonia étaient des espaces plutôt urbains. 8 espaces qui ont été créés en 2011-2013, donc on était dans une phase assez expérimentale, hein, encore à l'époque par rapport aux espaces de coworking. Et en 2017, l'agence, le gouvernement ont décidé d'étendre ce travail pilote aux territoires ruraux, où l'offre privée fait largement défaut. On en a parlé, cette question du modèle économique difficile à trouver. On est directement sur le même contexte de difficulté à monter des projets de ce type en milieu rural. Donc 2017, lancement d'un appel à projet pour financer des espaces dans les territoires ruraux et semi-ruraux. Et c'est là que nous intervenons avec le cabinet pour accompagner à l'évaluation de cette phase pilote, pour animer l'ensemble du réseau, désormais 21 espaces que vous voyez répartis ici sur la carte, donc avec un maillage aujourd'hui qui fait sens aussi pour pouvoir trouver un espace près de chez soi. Donc ça n'épuise pas le panorama du paysage des espaces de coworking. Ça, ce sont les espaces qui sont labellisés par l'agence du numérique. Il y en a d'autres, des espaces privés, mais ce qui fait vraiment la différence par rapport à l'offre privée sur le territoire, c'est que ces espaces que vous voyez là, ils sont animés, ils sont structurés autour d'une offre de service en 3 grands piliers. Référentiel qualité, ce qu'on appelle le pilier work, au niveau de l'aménagement des espaces, un référentiel autour du pilier learn, donc tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage qui est proposé dans ces lieux, et la dimension connect qui fait évidemment sens dans un espace de coworking, la mise en réseau des utilisateurs qui les fréquentent. Et donc pour organiser ces lieux, il y a des animateurs. Donc c'est ça là où je voulais en venir. Il y a une grosse différence entre l'offre plutôt privée où on vient simplement, on est dans une logique d'immobilier collaboratif. Ces espaces-là sont animés et dans nos missions, la montée en compétences, l'acquisition en compétences de ces animateurs, favoriser les conditions pour les faire travailler ensemble prend une grande place. Sinon, par rapport à ce que Yolène a pu dire, en effet, le besoin d'accompagnement, il est criant au niveau de ces projets. Et par rapport au modèle économique, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui à renouveler, à renourrir, à faire évoluer les espaces de ce réseau qui sont largement monofonctionnels en fait. Donc par rapport, ça j'y reviendrai peut-être plus tard, hein, de manière plus générale sur la situation des tiers-lieux, on va le voir qu'il y a une approche quand même très en silo au niveau régional, parce qu'on a expérimenté des politiques dans le cadre de différents appels à projets, dans le cadre de différents financements, et on se retrouve aujourd'hui avec des lieux qui manquent de ce lien, qui manquent de cette notion de hub, qui manquent de cette notion et de cette approche territoriale structurée. Et là, c'est là qu'il y a énormément de travail à faire au niveau de cette transversalité et faire sens avec des projets qui embarquent d'autres dimensions que simplement le coworking, le Fab Lab, des dimensions de maisons de services publics, etc. Mais tu disais tout à l'heure que donc là il y a une deuxième vague de labellisation qui a permis notamment d'aller mailler un peu mieux les territoires ruraux notamment. Cette deuxième vague, elle a davantage justement d'ouverture en termes d'usage, en termes de fonction, ou est-ce qu'elle garde finalement la même logique en silo que les espaces historiques ? Alors justement, ça fait partie de nos missions avec le cabinet d'accompagner les espaces dans leur diversification, parce qu'en effet, l'appel à projet était très limité par rapport à ce qu'il permettait. Donc beaucoup de lieux, beaucoup de territoires ont saisi l'opportunité de cet appel à projet pour se lancer, mais simplement sur une facette de ce que peut proposer un tiers-lieu sur un territoire. Et je le disais aujourd'hui, des lieux très monofonctionnels en fait, hein. Certains sont adossés aussi à un Fab Lab, certains quand même on propose l'un ou l'autre service, mais on est quand même largement sur des lieux très typés pour l'instant coworking dans les espaces que vous voyez là matérialisés sur cette carte. Donc un des enjeux, et il y en a plusieurs, mais c'est effectivement d'amener ces lieux qui sont financés dans le cadre d'un dispositif de 3 ans à
réfléchir à l'après, bien sûr, et cet après passe par la diversification de leur offre de services, par une réponse à apporter à des besoins non couverts sur le territoire. On parlait de ce désengagement des services publics sur les territoires ruraux, semi-ruraux. On fait les mêmes constats en région wallonne, et là, le tiers-lieu, l'espace de coworking, dès lors qu'il va se diversifier et agréger d'autres services, pourra penser son avenir et offrir une vraie réponse avec une offre plus large sur les territoires. Donc on a déjà des premiers éléments de réponse par rapport à notre question sur la place des pouvoirs publics. C'est à la fois sur accompagner l'émergence, mais aussi créer le cadre qui permet d'avoir peut-être les modèles les plus adaptés avec une pérennité économique derrière, plus facile à trouver. Du coup, ça nous donne un petit peu un état de la situation des deux côtés de la frontière. On va maintenant zoomer sur des projets. Je propose qu'on commence par Daniel Fabre. Daniel, vous êtes maire d'Ambérieu, vice-président de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Alors pour les non-régionaux, déjà, ça se situe où? Comment ça? Moi, je sais. Hein. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc la Plaine de l'Ain se situe au nord-est de la métropole lyonnaise, à environ 25 minutes en train depuis Lyon, sur l'axe Lyon-Genève, donc un petit peu au nord. Particularité de ce territoire liée à la proximité déjà de la métropole lyonnaise, avec un développement économique très important, un parc industriel très important qui est labellisé au niveau européen, qui fait partie des 20 parcs industriels nationaux qui ont été labellisé il y a une quinzaine de jours par le président Macron, avec une belle dynamique, et c'est ce qui aussi a participé à contribuer à l'histoire du tiers-lieu qui est situé sur ma commune. Et là aussi, je suis obligé de refaire un petit peu l'histoire. Alors, je vais peut-être un petit peu faire écho à tout ce qui vient d'être dit maintenant, mais tout ce que j'ai pu entendre aussi précédemment sur la table ronde précédente. On est sur un territoire qu'on pourrait qualifier de néo-rural. La plus grosse ville, c'est la ville que je représente aujourd'hui, qui est à Mérien-Bugey, c'est 15 000 habitants. Sur un territoire, une communauté de communes qui comprend 80 000 habitants, 53 communes, avec des communes de moyenne montagne qui n'excèdent pas 150 habitants. Donc c'est vous dire un petit peu d'où on part. Et l'histoire fait qu'il y a 10 ans, on n'avait pas entendu parler de tout ça, donc je vais peut-être me répéter par rapport à ce qui a pu être dit depuis le début de l'après-midi. Il y a 10 ans, il existait une étude, en tout cas quand j'ai été élu en 2014, il y avait une étude de coworking qui était sur la table, mais un simple coworking, voilà, tout basique, on va dire, par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur l'évolution du numérique. Et puis il y a 5 chefs d'entreprise qui sont venus me voir en disant non mais attendez, vous êtes gentil avec votre vision de ce que vous souhaitez faire chez vous, mais nous c'est pas ça qu'on veut. Parmi ces 5, il y avait des startups, il y avait des PME. Ils m'ont dit, mais nous, on veut un lieu où on puisse se retrouver, on veut un lieu où on puisse échanger, où on puisse faire des choses ensemble. Je leur ai dit, écoutez, Banco, je vous donne 6 mois. Dans 6 mois, on se revoit, vous me présentez un projet, et puis on rediscute après. Et 6 mois après, le Lab 01 était né. Après, c'est posé la question de la gouvernance, qui revient, ce qui a été dit précédemment. Le choix que l'on a fait, nous, au niveau des élus de la communauté de communes à Plaine de l'Ain, ça n'a pas été simplement d'être des spectateurs et puis de regarder faire l'évolution et puis de regarder nos chers chefs d'entreprise développer leurs propres trucs. Le deal, ça a été de dire, bah, écoutez, on vous confie, on vous aide à créer ce tiers-lieu, on vous aide à créer ce Fab Lab, on vous aide à créer ce coworking. Par contre, on veut garder la main dessus, on veut garder la gouvernance. Et on a fait quelque chose qui, en tout cas, a été un petit peu novateur et qu'il a fallu expliquer. Et je pense notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a regardé avec des yeux un petit peu ronds quand on est allé les voir. On a mis en place une délégation de service public. Alors c'est quelque chose qui, pour les non-élus, et qu'elle ne va peut-être pas parler, mais dans les termes on retrouve toute l'essence même de ce dispositif administratif et juridique. Délégation de service public. C'est-à-dire que des élus veulent garder la main sur un service public, ont la volonté de développer un service public à l'échelle de leur territoire, mais ils ne veulent pas le faire en direct et ils le délèguent à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé. Alors c'était aussi une nouveauté dans la gestion d'un Fab Lab ou d'un coworking. C'est toujours le cas actuellement. C'est une DSP. Et quand je dis qu'on est parti de loin, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Il y a 3 ans, on a signé cette délégation à service public avec
une association qui a été créée sur la base des 5 membres fondateurs, des 5 chefs d'entreprise. 3 ans après, on a un peu plus de 250 membres. On est dépassé par le succès, très clairement. On vient d'être labellisé, tout récemment. On n'a encore pas eu le temps de mettre en place tout ça, puisque la labellisation date de la semaine dernière. Et maintenant, tout l'objectif de... Si je reprends les propos qui ont pu être donnés tout à l'heure, et qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2020 dans ce domaine-là, on a démarré, on a tenté un pari. On peut considérer que le pari aujourd'hui, il est plutôt pas mal, en tout cas il est plutôt engageant pour l'avenir. Et maintenant on va passer à la deuxième phase, et le fait d'être labellisé va nous permettre de passer à cette deuxième phase. On était très centré aujourd'hui sur la ville d'Ambérieu, on est en cœur d'un quartier prioritaire, on est en face de la plus grande gare TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas pour rien aussi qu'on a créé ce lieu à cet endroit. La phase suivante, ça va être de faire en sorte que cette acculturation numérique se démultiplie sur tout le territoire et au bénéfice des 80 000 habitants et au bénéfice des 53 communes. Alors, on n'arrivera pas dans toutes les communes, très clairement, mais l'évolution de la délégation de service public qu'on a confiée au Lab 01 va aller dans ce sens, faire en sorte que tout ce qui est proposé au sein du Lab puisse bénéficier à la totalité du territoire. Donc je pense que c'était aussi l'axe principal de notre dossier de labellisation. Bon, mais voilà, on y arrive. Il y a des élections dans un mois, on verra ce qui se passe. Et puis les futurs élus, quels qu'ils soient, auront l'opportunité en tout cas de développer ce service et de développer tout ce côté numérique dans les 6 prochaines années. Juste, Daniel, il me semble qu'il y a aussi le lieu et l'emplacement du lieu est dans un quartier spécifique avec un gros projet de réaménagement. Comment ce lieu s'intègre à la fois dans ce quartier-là et comment vous imaginez l'utiliser pour construire le quartier et son évolution demain? Alors c'est vrai, on est un quartier politique de la ville avec sa composante de rénovation urbaine qu'on est en train de signer d'ailleurs. Donc tout le quartier va connaître une forte évolution dans les prochaines années d'un point de vue urbanisme. On a souhaité découper, non. On se sert du pivot central qui est la gare d'Ambérieu. Je vous l'ai dit, c'est un peu plus de 4000 personnes qui transitent par cette gare tous les jours et qui viennent principalement travailler sur la métropole lyonnaise. On profite de ça pour faire 2 axes de chaque côté de la gare, géographiquement. Le premier qui sera très tourné avec un accès à tous les services sociaux, quels qu'ils soient, avec un éventail très large. Et d'ailleurs, nous avons créé une structure très adaptée au territoire qui s'appelle l'Agora, qui vient d'être labellisée depuis le 1er février dernier Maison France Service. Ce sera la première du département. Et de l'autre côté de la gare, on a souhaité créer un écoquartier, mais un écosystème plutôt, pas un écoquartier, un écosystème spécifiquement dédié aux besoins économiques du territoire et en constituer la vitrine économique du territoire. Je l'ai dit, c'est un territoire très dynamique. Pour vous donner un petit peu l'idée aujourd'hui, si vous connaissez du monde qui veut venir travailler à la Plaine-de-Lin, on les accueille à bras ouverts. Nous sommes en pénurie de personnel. Le taux de chômage sur notre territoire est à 4,5%. Nous sommes vraiment en pénurie de personnel. Nous avons de très belles entreprises internationales qui s'installent et qui aujourd'hui ont du mal à recruter des compétences. Et on veut créer, et ce sera le lieu de ce que j'appelle moi le lab version numéro 2, on veut créer un écosystème dédié spécifiquement aux collectivités. Il y a une première entreprise qui vient de s'installer, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ougarden, qui est le leader européen de la vente en ligne du mobilier de jardin, du mobilier d'enfants, etc. Leur siège social vient d'intégrer ce quartier. Nous sommes en train d'étudier la construction d'un bâtiment qui intégrera le lab, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on manque de place, très clairement. Au bout de 3 ans, on est quelque part victime de notre succès. Et le lab va s'intégrer dans cet écosystème où on va retrouver des organismes de formation, on va retrouver des salles de formation, on va retrouver le lab, on va retrouver des résidences d'étudiants, on va retrouver tout un tas de choses pour faire en sorte que les chefs d'entreprise ne se posent pas la question de se dire mais si je recrute, où est-ce que je vais loger mes salariés, comment je vais les former, etc. etc. Et petit à petit, brique après brique, on est en train de mettre en place cet écosystème. Le paradoxe de ce territoire, c'est que c'est à la fois un territoire très dynamique économiquement, qui crée de l'emploi,
C'est aussi un territoire qui est fortement polarisé sur l'agglomération lyonnaise, avec beaucoup de déplacements pendulaires vers Lyon et ses employeurs. Est-ce qu'il y a des utilisateurs du tiers-lieu, du Lab 01, qui sont des pendulaires, des salariés, sous des formats télétravail? Oui, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus qui utilisent notre espace coworking. Je ne sais pas si demain ce sera la vraie utilité. Je pense plutôt que l'essence même, en tout cas, qui a généré la création du lab, c'est faite à partir de start-up qui étaient sur le territoire. Je le dis très souvent, quand on habite en Berrieux, en 25 minutes, on est à la Part-Dieu. Et ça, avec 19 trains par jour. Ces trains, il faut le chemin inverse. Et je reste persuadé aujourd'hui que le prix du mètre carré à la Part-Dieu, dans le quartier à la Part-Dieu, le prix du mètre carré à Berrieux, il est peut-être fois 100, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul. Mais je pense qu'il y a beaucoup de start-up ou beaucoup de jeunes entreprises qui sont prêtes à venir s'installer chez nous. Et on veut créer tout cet écosystème pour justement favoriser tout ça. Et je sens un peu d'angoisse du côté de Lucie, justement, qui a l'impression que Lyon va se vider, et le quartier Part-Dieu, dans les quelques années qui viennent. Non, du coup, ça nous fait une belle transition avec Lucie Vercher. Donc Lucie Vercher, Mission d'Étang, Métropole de Lyon. Alors déjà, Métropole de Lyon, tout le monde connaît, c'est un petit peu moins à décrire. Par contre, la Mission d'Étang, c'est quoi ? On est un des 12 bureaux d'étang nationaux. En fait, le Grand Lyon, à l'époque, en 2002, a décidé de monter une mission d'étang. Et on travaille, nous, sur la prospective des nouveaux usages, des nouvelles pratiques sur le territoire, des nouveaux temps, des nouveaux rythmes, et en particulier sur le sujet du travail à distance, sur les nouveaux lieux du travail, les nouvelles organisations du travail, parce que les bureaux d'étang, ils sont nés dans les années 2000 avec la loi Aubry sur la RTT. Ça a vraiment été notre point d'orgue dès le départ. Donc le sujet de ces nouveaux lieux du travail, c'est vraiment, ça a été tout de suite quelque chose qui nous a intéressés et qui interpelle les collectivités, parce que les nouveaux rythmes, les nouveaux temps, ça veut dire des nouveaux services à mettre en place sur les territoires qui répondent à ces nouvelles pratiques du territoire. Alors pourquoi la mission d'Étang, du coup, on comprend un petit peu dans tes propos, mais pourquoi la mission d'Étang est allée sur le coworking et sur les espaces de coworking de l'agglomération ? Alors, c'est souvent comme ça. En fait, c'est un peu par hasard au départ. Et puis, nous, on est direction de la prospective, c'est-à-dire qu'en 2009, on a été humé ce qui se passait du côté du coworking en découvrant la cantine à Paris. Et je me souviens, en 2009, quand j'ai découvert la cantine, j'ai dit « c'est trop génial, il faut absolument qu'on travaille là-dessus ». Et à l'époque, sur Lyon, il n'y avait qu'un espace de coworking, c'était l'atelier des médias, spécialiste donc pour la presse et les médias. Et il se trouve qu'on a accompagné une petite commune du sud-ouest de la métropole de Lyon, la commune de Charly, dans le montage à l'époque d'un centre de coworking. Et donc on a fait du benchmark, qu'on a creusé la question du coworking, qui était à l'époque, je le répète, un phénomène complètement émergent. Et puis on a eu la chance en 2012 d'accueillir l'étape lyonnaise du Tour de France du télétravail. À l'époque, le télétravail n'était pas du tout facilité comme il l'est maintenant. Et puis, lors de cette étape lyonnaise, de recevoir les 4 espaces de coworking qui existaient sur Lyon. Et de là est née l'idée d'une mise en réseau en disant, mais quand même, face à ce phénomène qui est en pleine émergence, plutôt se mettre en collaboration qu'en concurrence, ça semblait une bonne chose. Et en 2014, les 4 membres fondateurs ont donc créé ce réseau qui maintenant compte 13 structures et 22 espaces, comme en Wallonie. Et
qui ont élaboré une charte. On les voit là sur la photo. Alors là, c'est récemment, parce qu'avec tous les membres. Alors j'ai un petit souci, le diaporama défile tout seul, donc je tente de le ramener. C'est pas grave. Ce qui passe, c'est des photos des espaces de coworking du Grand Lyon. Donc c'est indépendamment de ce que je peux dire. Et du coup, ce qui est important, c'est que la charte du réseau coworking, elle est autour de partage, égalité, bienveillance, transparence. Et les espaces de coworking qui font partie du coworking Grand Lyon tiennent vraiment à cette spécificité et à ces valeurs, et pour se différencier des gros du coworking, des loueurs de bureaux, de la dimension immobilière qu'on voit monter en puissance. Et eux vraiment veulent se spécifier autour des vraies valeurs de base du coworking. Alors justement, quel est l'état de la situation sur l'agglomération lyonnaise? On a vu que dans Coworking Grand Lyon, donc une charte avec des engagements, une quinzaine en gros d'espaces, hein, c'est à peu près ça. Il y a tout un tas d'autres espaces. Qui sont-ils? Alors, c'est compliqué, je le disais en aparté, on a fait partie de la mission coworking il y a 2 ans, et c'est toujours très compliqué de parler chiffres, parce qu'en fait, on se heurte à de la terminologie. Quand on parle de tiers-lieux, il y a des coworking, il y a des Fab Labs, il y a des tiers-lieux, etc., etc. En tous les cas, je me suis repenchée la semaine passée sur on mène une veille là-dessus sur plein d'articles alors qui disent qu'il y a 55 espaces de coworking à Lyon, il y a 23 dans le réseau coworking, il y a 80 000 mètres carrés sur Lyon, et nous on avait identifié il y a 1 ou 2 ans 120 tiers-lieux sur la métropole, dont les espaces de coworking. Alors, tout ce petit monde se porte très bien, puisqu'il n'y a aucun centre de coworking qui a fermé dans le réseau des espaces de coworking. Et il y a des gros espaces, il y a des petits espaces, il y a des espaces à vocation immobilière, mais tout ça fonctionne très bien sur la métropole lyonnaise. Voilà. Du coup, on voit que c'est souvent né du coworking, mais aujourd'hui, tu citais un peu plus de 100 lieux, si jamais on a élargi aux tiers-lieux. C'est quoi les autres lieux? Est-ce que tu peux prendre quelques exemples de lieux qui échappent à cette mouvance du coworking, mais qu'on retrouve sur l'agglomération? Très clairement, dans le réseau Coworking Grand Lyon, Régus n'en fait pas partie, Nao Coworking, Oui Réseau, tous les gros lieux du coworking n'en font pas partie, parce que le réseau estime qu'ils ont plus une vocation d'accueil d'entreprise, voire de pépinière, voire de loueurs de bureaux, et la charte ne permet pas qu'ils intègrent le réseau coworking. C'est un choix du réseau. C'est aussi une des fragilités, parce que nous, en tant que métropole, on leur dit aussi attention au repli sur vous-même. Le panorama de la métropole, c'est de prendre en compte tous ces espaces de coworking, et bien évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Surtout que depuis 2017, le recours au télétravail a été beaucoup facilité avec la loi travail, et même si, alors là on voit très bien que même si ce recours au télétravail a été facilité, les employeurs ont une grosse difficulté à envoyer leurs salariés dans les lieux de coworking, tout simplement parce que ça leur coûte trop cher, et ils préfèrent encourager le télétravail en home office et pas dans des lieux de coworking. Voilà. Tout à l'heure, Yolène évoquait le fait que la mission coworking s'était finalement élargie au sujet des tiers-lieux, parce qu'on retrouvait justement des éléments de valeur commune, des déterminants communs entre ce qui était à la base le sujet coworking et finalement le sujet plus large des tiers-lieux. Dans le témoignage de Jérôme aussi, on retrouvait 3 piliers, donc je crois que c'était Work, Learn et Connect. Donc là, on a aussi dans la charte Coworking Grand Lyon des éléments de valeur qui constituent un socle partagé.
Est-ce que ces valeurs, finalement, elles ne dépassent pas justement ces simples espaces de coworking, et c'est peut-être des valeurs qu'on va peut-être pas retrouver effectivement chez un Regus ou un autre acteur plus orienté immobilier, mais davantage peut-être dans d'autres types de tiers-lieux que des espaces de coworking? Auquel cas, est-ce qu'il y a sur la métropole, sur un territoire de cette taille-là, d'autres initiatives de mise en réseau justement de ces projets? Alors, on les retrouve d'ailleurs dans le réseau Coworking Grand Lyon. On a le CCO, on a Bricologie Savoie-en-Velin, on a des tas de lieux qui sont à la fois tiers-lieux et réseau de coworking. Et bien évidemment qu'il n'y a pas, et Dieu merci, il n'y a pas une frontière nette entre les lieux qui font du coworking, les lieux qui sont accueillants de tiers-lieux, et bien évidemment. Et nous, Métropole, on a un accompagnement de tous ces lieux au travers du réseau coworking, mais de façon assez large. On essaye de faire que ce réseau, qui tient quand même juste sur la bonne volonté des espaces qu'il compose, on essaye de faire en sorte que ce réseau y vive bien, il puisse fonctionner. On y met, alors on a un parti pris, c'est qu'au niveau de la métropole, on ne soutient pas financièrement aucun espace de la métropole. Par contre, on a, et ça c'est mon job et c'est notre job, on a un accompagnement humain à ce réseau. On fait en sorte que des événements collectifs puissent se tenir. Par exemple, on a organisé il y a 2 ans les assises nationales du coworking, où tout l'écosystème du coworking s'est réuni. C'est vraiment l'apport de la métropole par rapport à ce réseau. Et puis on amène de la coordination, on amène de la méthode, on réalise des guides qu'on met à disposition. Par exemple, on a des acteurs qui nous disent « Tiens, moi, je veux ouvrir un espace de coworking sur tel lieu ». On les reçoit, on leur donne de la méthodo. Donc on retrouve un petit peu aussi ce que nous disait Yolène sur les missions, produire des communs qui vont permettre à d'autres porteurs de projets de faire naître et de monter ces tout à fait. L'autre question que je voulais vous poser, ça concerne justement les connexions avec les territoires périphériques à la métropole de Lyon. On avait le témoignage de Daniel Fabre tout à l'heure qui nous disait les échanges vont dans les 2 sens, de fait. Est-ce que ça fait partie des sujets qui ont été traités avec ces espaces lyonnais ou métropolitains, de se dire il faut aussi qu'on se mette en réseau avec des espaces hors métropole, parce que notre écosystème finalement il ne s'arrête pas aux frontières administratives? Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai identifié, qu'on ne sait pas bien résoudre, mais par exemple, le cowork qui est sur la plaine de l'Ain, on les a rencontrés, on a rencontré les gens de Mornan, on a rencontré les gens du Pilat, et effectivement, moi, je suis un peu la passeuse de tous ces espaces sans frontières. Il se trouve que nous, notre autre axe, c'est sur la mobilité. La mobilité, elle n'a pas de frontières, le coworking non plus. Par contre, c'est vrai que ça reste encore à travailler. Moi, je dirais un réseau qui dépasse le réseau coworking Grand Lyon pour avoir un réseau coworking Hermétropole. Très Grand Lyon. Merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage. On va retourner du coup de l'autre côté de la frontière avec François Lorès. Donc, tu es chargé de mission Smart City au bureau économique de la province de Namur. Alors, Namur, c'est où? Et puis le bureau économique de la province, c'est quoi? Alors oui, merci, bonjour à tous. Donc la province de Namur, donc c'est une province wallonne, une province, c'est à peu près là. Je vais essayer de faire des parallélismes avec vous me corrigez, surtout ceux qui font le lien entre la Belgique et la France, si les parallélismes ne sont pas bons. Province à peu près, c'est un petit département chez vous. Le bureau économique de société coopérative, c'est quoi? C'est un syndicat mixte ou une communauté d'agglomération? Je ne me trompe pas. Ouais, ça ressemble plutôt à un syndicat mixte, effectivement. Plutôt syndicat mixte, je pense, ouais, effectivement. Donc notre territoire de jeu, c'est un territoire relativement rural avec une ville, Namur, qui n'est pas tout à fait au centre, qui est même plutôt au nord, ce qui impacte notamment certaines logiques territoriales. On en parlera peut-être plus tard. 500 000 habitants, voilà, pour le cadre de jeu et de travail qui m'occupe. Donc le BEP, 6 départements, je ne vais pas parler des 6,
mais plutôt des 3 premiers, des 3 qui sont au-dessus. Et c'est important, je pense que c'est vraiment important par rapport aux enjeux des outils qu'on met en place et de l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors le premier, c'est au milieu, on a comme job le tri, la valorisation, la gestion des déchets sur l'ensemble du territoire, ce qui est un gros job, ce qui concrètement au niveau nombre de personnes au sein du BEP, ça occupe plus de la moitié des personnes, y compris des ouvriers. On rappelle qu'on est sur un, je ne sais plus si tu l'as dit, mais un territoire de 500 000 habitants. Ouais, donc on est sur 500 000 habitants, ouais, donc c'est un vrai gros job. Et donc on a, ça j'aime bien le rappeler, on a un outil de mutualisation de compétences au service des collectivités locales qui sont sur notre territoire, mutualisation de compétences et de services en matière de déchets, mais aussi au niveau du développement territorial, en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, et depuis 4 ans et demi, si je fais mon calcul, en matière de Smart City, et ça a été 4 ans et demi, c'est la date de mon engagement et de la création de ce service Smart City au sein du développement territorial, un élu local qu'on a emmené aujourd'hui d'ailleurs. On a une dizaine d'élus locaux qu'on a dit venez avec nous passer la frontière et venez vous inspirer aussi ici. Il m'a dit ce matin, mais moi un chargé de projet Smart City dans ma petite commune, c'est pas possible. Ben non, mais c'est bien l'objectif du BEP ici en l'occurrence, c'est de mutualiser les compétences et d'avoir 1, 2 ou 3 personnes en son sein pour soutenir les initiatives au niveau local. Et puis le troisième département, le développement économique. Donc là, nous sommes CEI, donc Centre européen entreprise et innovation. Donc on accompagne au changement les PME et le tissu économique de notre territoire. Et c'est surtout dans ce cadre-là qu'on a développé le projet qu'on va vous présenter. Donc justement, au croisement de ces ambitions, du moins, ou ce soutien au développement économique, l'innovation, mais aussi un peu la culture. Donc vous êtes parti sur un projet qui s'appelle, du moins vous êtes impliqué, mais tu nous expliqueras exactement comment, sur un projet qui s'appelle le TRAC. Oui, avec vraiment un enjeu, c'est de faire le lien entre ce développement économique et le territoire. Et donc on a notamment développé, moi je trouve ça important, c'est pour ça que j'avais insisté pour qu'on passe la petite vidéo, pour vulgariser ce qu'est un hub créatif. Alors peut-être que nous, ici, dans la salle, on sait à peu près tous ce que c'est, mais moi je pense qu'il y a un vrai enjeu de vulgariser aussi ce qu'est ce genre d'outil pour des élus locaux qui découvrent et qui, pour certains, et encore tout à l'heure, me disent c'est quoi ce machin ? Quel est le rapport avec mes enjeux de mon territoire? Du coup, on vous montrera après concrètement ce que c'est aujourd'hui, mais là, cette vidéo montre notamment toute la phase préalable de collaboration, co-conception en fait, de ce track qui aujourd'hui a été inauguré il y a quelques semaines maintenant. Je ne sais pas si on arrive à lancer la vidéo. Là, il y a même du son, hein, tout se complique. Gros enjeu. Normalement. Imaginez une ville, avec en son centre des commerces, des écoles, des églises, des cours d'eau, des voitures, des vélos, des jardins, des habitants, des touristes, des chiens, des chats, et surtout le TRAC. Le TRAC. Le TRAC, c'est un hub créatif. C'est-à-dire que c'est un lieu physique dans lequel des énergies différentes vont se connecter. L'étudiant va rencontrer l'artiste, l'entrepreneur va rencontrer le chercheur. Toutes ces personnes d'horizons différents vont se connecter les unes aux autres. Des start-upers, des architectes, des professeurs, des ingénieurs, des citoyens engagés, des élus locaux, tous connectés les uns aux autres pour créer de l'intelligence collaborative. Innover, mais tous ensemble, quel que soit son profil. Le hub créatif, c'est donc une communauté ouverte, des expertises différentes qui ont une envie commune, travailler ensemble sur des projets concrets, débattre sur les défis à relever et trouver des solutions. Le TRAC, c'est aussi et avant tout un lieu de vie, avec des espaces de coworking, des stages éducatifs, des espaces locatifs pour entreprises, du coaching, l'organisation de workshops et de conférences inspirantes, un incubateur pour étudiants et du soutien à la création d'entreprises. Un lieu bouillonnant, ouvert sur la ville, sur la Wallonie et sur le monde. Un lieu qui fera de l'enthousiasme la valeur commune de tous ses occupants pour apprendre à créer, s'entraider et répondre par des projets innovants aux nouveaux défis d'un monde en mouvement. Ce hub créatif, c'est le TRAC.
Track by BEP, Track by Kik, Track by Unamur. Et demain, Track by You. Alors la vidéo parle au futur, mais là c'est présent, puisqu'on a inauguré le nouveau track la semaine dernière, je pense. C'est une bonne définition de ces logiques de tiers-lieux, en tout cas sur les... Mais je pense que c'était important vraiment des de publics. vulgariser et d'expliquer, voilà, on a essayé de manière le plus simple possible ce qu'est un hub créatif, même si nous, tous ici dans la salle, on baigne dedans. Je pense qu'il y avait un vrai enjeu. La vidéo termine en citant les 3 partenaires. Je pense que c'est vraiment essentiel, et c'est essentiel aussi parce qu'on va parler après peut-être plus généralement des hubs au niveau wallon. Et les partenaires dépendent fort de chacun des projets et orientent aussi le fonctionnement de ces outils. Donc 3 partenaires, le BEP, voilà, je suis leur représentant aujourd'hui. Le Kik Festival, le Kik Festival, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai que c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est vraiment spécifique autour des arts numériques et de la culture numérique. Et puis l'Université de Namur, qui est d'ailleurs présent dans la petite délégation belge qui est venue aujourd'hui. Voilà, c'est les 3 partenaires. Je parlerai après peut-être plus, enfin non, je peux en parler maintenant de leur rôle au sein du track en quelques mots, parce qu'après on détaillera dans les slides suivants. Mais donc le BEP, vous avez compris, on a le développement économique, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement au changement, à l'intégration de l'innovation et du numérique dans les comportements du tissu économique. Le Kik Festival qui va gérer le Fab Lab. Vous avez compris qu'il y en avait un, on vous présentera juste après, qui va apporter aussi on a parlé de communauté tout à l'heure, mais c'est clair que le Kik a une grosse communauté, y compris internationale, et donc pouvoir se structurer et s'appuyer sur une communauté, c'est important, ils sont là aussi pour ça. Et puis l'Université de Namur qui nous outille au quotidien, qui nous fait prendre du recul aussi sur nos pratiques, qui étudie ces pratiques, qui étudie comment mieux ancrer le track dans un territoire, pour être plus pertinent, pour être un levier plus fonctionnel. Donc c'est vraiment 3 partenaires, moi, qui me paraissent super complémentaires. Alors c'est pas toujours facile de travailler ensemble, hein. On a des objectifs différents, des financements différents, mais néanmoins je pense que c'est vraiment très très riche. Je pense qu'on a compris. Merci. On fait des allers-retours avant-arrière. Donc le track, on y trouve quoi, ouais. En détail, oui, c'est ça, un tas de choses, hein, c'était le hub. Donc on a du coworking, pour faire le lien avec ce qui a été expliqué juste avant. On a du coworking, on a des bureaux où des entreprises, des startups peuvent venir lancer leurs activités, avoir des bureaux physiques. C'est important de dire, je pense qu'on en parle le slide après, mais j'en parle maintenant. On a une politique d'essayer, autant soit peu, d'orienter les startups, les entreprises qui sont dans ces bureaux spécifiquement sur l'industrie culturelle et créative, pour avoir, pour ne pas avoir du tout venant. Alors le tout venant peut venir évidemment, mais avoir quand même une sensibilité, une spécificité particulière pour créer une dynamique autour de cette thématique-là. On a un Fab Lab, on a alors un incubateur étudiant. Là aussi, ça fait vraiment le lien entre 2 des partenaires qui sont l'Université de Namur avec ce foisonnement d'étudiants et nous, BEP, avec nos outils d'accompagnement et d'essayer de l'émergence de projets au sein de ce tissu étudiant. On sent là toute la pertinence du partenariat entre 2 des partenaires, en tout cas en l'occurrence sur cette thématique-là. Voilà, donc un hub dédié aux industries culturelles et créatives, donc on y retrouve des architectes, des arts, des personnes de l'art, du visuel, de publicité. Alors on a cité un peu tout là, c'est pas pour ça qu'ils sont là pour le moment. Des médias audiovisuels, oui, il y en a plein. Voilà, avec cet objectif d'accélérer l'innovation, avec cette perspective très économique. Alors c'est induit aussi par le fait que les financements, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais les financements viennent du FEDER. Donc avec un volet très économique et accompagnement économique, ce qui induit un certain biais, et c'est pour ça que dans le tiers-lieu, tu as commencé par présenter les tiers-lieux avec tout à droite les citoyens, et on n'y est pas encore, parce que par ces financements FEDER, par ces financements très axés développement économique, ce volet-là manque encore, et c'est un des gros enjeux pour moi, en tout cas. Ça se retrouve d'ailleurs dans les publics ouais. Et les services que vous offrez. Oui, clairement, c'est clairement ça. Et donc, je reviendrai sur l'enjeu après, parce que si
je présente aujourd'hui, c'est parce que mon directeur général n'a pas su venir finalement avec le report de date, mais aussi parce que je suis intégré dans cette démarche-là pour faire ce lien avec ce nouveau public. On en parlera juste après. Donc en termes du track, c'est un lieu, moi je crois vraiment à ce lieu, un lieu totem, un lieu voilà, emblématique. On parle beaucoup de plateformes numériques, de mise en relation par les plateformes, on en a parlé ce matin. Mais le lieu physique, c'est indispensable. La semaine dernière, je travaille sur l'IoT pour le moment. Il y avait une boîte d'IoT qui mangeait son sandwich à côté de moi. C'était top, j'ai fait un benchmark en mangeant mon sandwich sur le temps de midi. C'était parfait, quoi. Et c'est bête, mais en allant le voir sur une plateforme, etc., la relation n'aurait pas été la même chose. Donc je crois très fort en ce lieu physique. Mais néanmoins, derrière, il y a toute une politique d'animation. Le slide dans le fond à droite, c'est la politique d'animation qu'on a l'habitude, nous, de proposer au sein du BEP de manière classique. On décentralise ça dans ce lieu-là pour être au plus proche de ces entrepreneurs, de ces porteurs de projets, pour qu'ils aient à leur disposition tous les outils sans devoir sortir de leur bureau, sans devoir sortir de leur cadre de travail. Je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà, je suis plus dans les. Je dois avoir quelques photos là, quelques photos d'ambiance qui suivent où on voit effectivement l'amphithéâtre notamment. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte en préparant que j'avais mis que des photos des images de synthèse, alors que depuis une semaine on a des vraies images. Donc je trouvais ça un peu dommage. J'en ai rajouté après avec ce Fab Lab, avec des espaces de détente, de convivialité. Je pense que c'est vraiment très important dans ce lieu pour que ce soit un lieu de vie, pour que ce soit un tiers-lieu. L'arène bien remplie avec des vraies personnes et non pas des personnages fictifs comme sur les slides précédents. Donc le BEP est impliqué opérationnellement dans ce projet précis, mais il y a aussi toute une dynamique dont Jérôme a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qui est comment on passe du tiers-lieu à des logiques de réseau de tiers-lieux ou de hub. Je crois que vous parlez de hub, de l'innovation en Wallonie. Ça consiste en quoi? C'est quoi l'objectif et comment le BEP est impliqué là-dedans? Ouais. Donc comment le BEP est impliqué? Donc il y a une carte, je pense, avec les hubs wallons, 9 si je compte bien. Oui, c'est ça, la carte est à jour. 9 hubs au niveau wallon, avec certains qui ont pris des spécificités particulières comme nous sur les ICC, avec derrière, et c'est ça qui est parfois pas nécessairement interpellant, ça peut être riche, mais avec des porteurs de projets parfois différents. Parfois on a une ville, parfois on a une intercommunale comme la nôtre, parfois on a une ASBL privée. Une association. Une association, donc ça donne vraiment des logiques, des positionnements différents. C'est pas nécessairement facile de mettre un chapeau autour de ça, mais néanmoins la région, ça Jérôme pourra peut-être en parler plus précisément, la région coordonne et essaye à la fois de fédérer, de coordonner, de contrôler un certain niveau qualitatif autour de ces hubs. Bon, j'ai la prétention de dire qu'on est plutôt dans les bons élèves au niveau du track. Je pense qu'on est perçu comme tel. Peut-être dire qu'on est les bons élèves, vous allez dire il fait le malin, ça fait qu'une semaine que c'est ouvert. C'est pas tout à fait vrai, ça fait depuis 2014 qu'on avait un mini track. On a testé ça dans une maison. Clairement, dans une maison de ville. Donc la dynamique était lancée, la communauté était lancée, mais là on a vraiment un tout nouvel et très bel écrin pour mener nos actions. Jérôme, peut-être il y a quelques semaines, il y a eu tout un événement justement qui visait à... Donc la France n'a pas l'apanage des silos, c'est aussi le cas en Belgique. Donc il y a toute une dynamique, mais en fait qui fonctionne très en silo, donc avec... Tu as parlé tout à l'heure de la dynamique autour des espaces de coworking. Donc là, on vient de parler des hubs créatifs. Il y a aussi la dynamique des Fab Labs qui est embarquée par ailleurs, les incubateurs, etc. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus horizontale. On en est où? C'est quoi les objectifs? Les objectifs, c'est de faire travailler ensemble les institutions qui jusqu'à présent ont financé à titre plutôt expérimental, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents types de lieux, sachant que ceux-ci qu'on voit sur la carte, le hub, sont ceux qui sont les plus transversaux et qui embarquent les plateformes les plus larges en termes de partenariat. Ces hubs, alors certains ont un ancrage physique comme le track,
D'autres, si je prends le Green Hub, là on est vraiment sur une communauté dématérialisée, de l'organisation d'événements, mais il n'y a pas de lieu physique par exemple. C'est le cas pour d'autres projets de ce type qui ont aussi été du coup financés sur des mesures FEDER. Alors par rapport à cette situation, par rapport à ce constat de travail en silo, dans le cadre de la préparation de la prochaine programmation européenne, une des ambitions de la région, de l'Agence du numérique, de la Sowalfin, qui est un investisseur public qui est l'organe qui finance les PME sur le territoire et qui organise l'accompagnement des entreprises. Un peu la BPI locale. La BPI locale. Il y a la volonté de travailler de mettre en place une plateforme de pilotage pour aujourd'hui eh bien, fédérer cet écosystème, le faire travailler plus efficacement à l'échelle des territoires, créer des logiques de parcours aussi, puisque là on parle institution, découpage en fonction de qui a financé quoi, mais pour un porteur de projet, pour un citoyen, l'apport d'entrée, bon, c'est pas important pour lui que ça soit financé pour X, Y ou Z. Ouais, pour des lieux qui partent qui s'appuient beaucoup sur les concepts d'innovation par les usages, en fait, finalement, on est sur des approches quand même relativement institutionnelles et qui... Tout à fait, ouais. Maintenant, l'idée, c'est d'inverser un peu le process et de se remettre du point de vue de l'utilisateur, du bénéficiaire, etc. de créer des parcours, de démystifier aussi ces lieux, hein, parce que aussi, on le voyait, un des objectifs du coup d'un premier temps de travail dans le cadre de cette plateforme interinstitutionnelle, on va dire, c'est de monter un temps fort avec les animateurs de ces différents lieux pour traiter ces sujets, pour voir qu'est-ce qu'on peut construire, quelle peut être la feuille de route avec eux pour amener justement à ce travail en plus de transversalité. Et j'ai perdu le fil. On a à peu près compris. Voilà. Yolande, peut-être pour côté français, est-ce qu'on retrouve un petit peu cette approche? Il y a aussi, donc on a parlé beaucoup du coworking au tiers-lieu avec des fonctions très élargies parfois et des publics plus du tout ceux qui étaient identifiés au départ. Enfin, on parle de public économique pour aller vers le grand public, des publics, des fonctions plus culturelles, etc. Il y a aussi tout un tas d'autres dispositifs d'incubation, etc. Est-ce qu'il y a des passerelles qui sont envisagées à moyen terme avec d'autres dispositifs plutôt portés par le secteur économique, par exemple? Alors oui. Ou culturel d'ailleurs. Culturel, oui. Enfin, au niveau de la France, non, enfin, il y a effectivement ce programme de l'État, Nouveau lieu, nouveau lien, a pour vocation, donc en fait on le fait à deux niveaux, on le fait par le haut, en fait. Le programme Nouveau lieu, nouveau lien a effectivement pour vocation d'être interministériel, en fait, donc d'aller vraiment chercher l'ensemble des programmes que chaque ministère pourrait lancer, qui pourraient toucher des porteurs de projets de tiers-lieux. Culturels, les microfolies par exemple, et aujourd'hui il y a des appels à projets des financements sur les microfolies. L'idée c'est de comment on intègre ces microfolies dans un modèle économique d'un porteur de projet de tiers-lieu pour ouvrir une offre plus culturelle. Ou des dispositifs comme Action Cœur de Ville ou Territoire d'Industrie dans lequel il y a beaucoup de projets tiers-lieux qui sont fléchés. Tout à fait. Donc Territoire d'Industrie, là c'est des logiques plutôt proches des Fab Labs par exemple. Enfin, on va jouer comme ça sur des différentes typologies de lieux. Il y a les campus connectés qui est un appel à projet qui vient d'être lancé par l'enseignement supérieur. Donc en fait c'est fait par le haut où il y a une volonté de faire une politique très interministérielle, et c'est fait par le bas parce que nous, notre rôle justement c'est d'aller diffuser ces appels à projets aux porteurs de projets et de les rendre légitimes à candidater sur ce genre d'appel à projets pour justement compléter une offre de services dans ces lieux et éviter ce côté découpage. Donc on essaie aussi de travailler en amont sur l'écriture des appels à projets pour faire en sorte que ce soit cohérent par rapport à des porteurs de projets dans les territoires. Ça soulève peut-être une autre question. On sait que on a différentes tailles de lieux, on a vu avec des équipes aussi plus ou moins étoffées. Donc la question qui se pose derrière, c'est la capacité justement à aller se saisir de ces différents appels à projets, d'avoir le temps, l'ingénierie interne pour porter tout ça. Et c'est là où peut-être que des initiatives, je pense à ce qui est fait à l'échelle de la métropole, de dire on se met en réseau à une échelle assez locale finalement. Bon, ça reste un grand territoire, mais malgré tout, c'est un collectif d'acteurs avec une proximité relationnelle forte. Ça peut permettre peut-être de dégager des marges de manœuvre, du temps pour répondre à ce type de projet, porter de l'ingénierie. Des logiques de mutualisation donc? Oui, alors
nous, on n'était pas visés très clairement par l'AMI, on l'a bien compris, même sur certains quartiers politiques de la ville. Mais alors oui, sur la logique de mutualisation, ça sert vraiment à ça. Par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est que les espaces de coworking du réseau essayent de travailler sur une mutuelle commune pour les indépendants coworkers et pour avoir des prix, etc., à des événements communs, à des partages d'événements. Et effectivement, cette logique de mutualisation, je dirais, c'est un des objectifs premiers du réseau. C'est clair. C'est ce qui est regardé aussi dans les dossiers répondant aux AMI ou aux appels à projets, c'est-à-dire de voir la volonté pas de créer des concurrences dans les territoires, mais bien de favoriser les regroupements pour éviter d'aller essaimer de l'argent. Oui. Voilà, l'idée, c'est de centraliser. Je voulais peut-être juste rebondir sur la question des appels à projets. On a eu, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, on a eu un appel à projet récemment pour la création d'espaces de coworking dans les territoires ruraux. Et donc assez naturellement, mon téléphone a sonné plusieurs fois de petites collectivités locales qui me disent « je connais rien du tout, mais moi je trouve que ce serait pertinent d'avoir ça sur mon territoire ». Donc des élus qui m'appelaient. Et donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on va sur tout? Est-ce qu'on va tous les accompagner? J'ai eu une dizaine d'appels. Est-ce que ça a du sens de mailler le territoire avec 10 petits espaces de coworking sur le territoire? Et on s'est dit que non, c'était peut-être justement notre rôle à la fois vraiment d'outiller les collectivités locales qui nous semblaient pertinentes, mais aussi de faire déjà cette première analyse en se disant, OK, dans les 10, là, il y en a 8, le portage ne va pas se faire, il n'y a pas déjà une petite communauté ou voilà, des personnes vraiment qui ont la capacité de mettre du temps. Pour le lancement, c'est souvent important, hein, c'est aussi beaucoup de temps humain. Et donc on a fait ce rôle de filtre entre les élus locaux, le pouvoir régional qui lançait cet appel à projet. On a sélectionné un certain nombre. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont travaillé sans nous et qui ont réussi, donc très bien. Ça voulait dire qu'ils étaient mûrs aussi. Voilà. Mais on a accompagné concrètement 3 projets à aller plus loin, à déposer leur candidature. Ils ont été retenus et nous, en plus, on a pu les accompagner et concrètement mettre en œuvre dans ces 3 espaces de coworking aussi une offre de service, celle que l'on fait d'habitude, on l'a décentralisée et donc on a pu, de ce fait-là, mutualiser à la fois dans le cadre de l'appel à projet, mais aussi dans le cadre de la vie des espaces de coworking. Je pense que c'était voilà, aussi le rôle d'une intercommunale, d'un syndicat mixte, d'arriver à faire ce lien. Et c'était aussi un gros boulot pédagogique au sein des élus, en leur disant, voilà, dans le cadre de l'appel à projet, tout le monde ne sera pas élu, donc ne sera pas retenu. Je pense que c'était important. Et ça a bien fonctionné, je pense que ça a été bien compris aussi par le territoire. Et ça va jusqu'à permettre d'aboutir à une forme d'armature territoriale un peu structurée entre des projets, on voit comme les hubs qui ont des capacités peut-être supérieures de par le type d'équipement, voire certains profils de compétences qu'on va avoir en interne, etc. Et puis des lieux peut-être plus avec une vocation de proximité sur des usages plus basiques. Oui, clairement, enfin, j'approuve. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de question, si ce n'est d'approuver effectivement ce maillage. C'est clair qu'il y a un track, on ne va pas retrouver 10 sur le territoire. Par contre, le territoire était suffisamment grand que pour supporter 5-6 espaces de coworking animés, même peut-être plus à terme, mais on a commencé avec ce nombre-là, avec ces différentes échelons, ces différentes échelles d'outils. Tout à l'heure, on a parlé des espaces de coworking, on a parlé des hubs, mais je n'ai pas évoqué tous les autres lieux qui sont fédérés dans cette dynamique régionale que tu as évoqué, Franck, tout à l'heure. Mais on retrouve non seulement à côté de ces espaces, évidemment, des Fab Labs qui ont été évoqués, des Living Labs, des incubateurs, des espaces publics numériques, des comptoirs de ressources créatives. Donc on a vraiment tout un paysage d'opérateurs, de lieux à fédérer aujourd'hui. Et chose intéressante relevé, c'est que dans la déclaration de politique régionale, nouveau gouvernement régional en place depuis l'année dernière, malheureusement, le terme tiers-lieu n'apparaît nulle part. Donc, quand je parlais de sensibilisation tout à l'heure, il y a quand même un gros boulot à ce niveau-là, mais en même temps, il y a un constat à faire que cette notion de tiers-lieu ne parle pas chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un terme
qui parmi les animateurs territoriaux, dans les collectivités, peut-être à percoler et à passer la frontière, mais c'est quand même un terme qui est mal perçu, mal appréhendé, en tout cas dans les politiques publiques. Alors, d'un point de vue ascendant, dans les logiques, par contre, d'acteurs locaux, là, on la sent mieux, par contre. Un des enjeux de notre atelier, c'était aussi d'interroger, on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec Daniel, le rôle des collectivités là-dedans, notamment quand elles sont au plus proche des acteurs. Je pense aux intercos, aux communes, plutôt les intercos, vu que c'est quand même souvent la dimension économique par laquelle on démarre. Sur Ambérieu, il a été fait le choix de la DSP avec une association qui avait été fondée par les chefs d'entreprise qui étaient venus te rencontrer au démarrage. A posteriori, est-ce que pour toi c'était le bon outil, et si oui, pourquoi? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a d'autres outils qui te paraîtraient plus adaptés? Compliqué. En tout cas, c'est le seul outil qu'on avait, déjà. On a été un petit peu précurseur en instaurant ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le coworking. Moi, en tout cas, quand j'ai été élu en 2014, j'ai fait un énorme sourcing sur ce qui existait en coworking. Et la particularité que j'avais remarquée tout seul dans mon coin, c'était de voir qu'il y avait des relations qui existaient. Par exemple, avec des collectivités, je ne vais pas les citer parce que ça risquerait de les mettre mal à l'aise, mais des collectivités qui avaient noué des relations avec des partenaires privés sans aucune relation juridique entre les deux. Quand on est élu, ça pose quand même un sérieux souci. Ben oui, des collectivités qui apportaient un soutien financier à un partenaire privé sans aucune relation contractuelle entre les deux, pour moi, c'était inimaginable. D'où la mise en place de la DSP. Il y a peut-être d'autres outils qui existent. En tout cas, c'est celui qui nous a convenu. C'est celui qui, aujourd'hui, nous paraît être le plus adapté pour être acteur du développement de ces activités sur notre territoire. Pour en avoir discuté également longuement avec les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai pas l'impression, en tout cas, je ne vais pas parler de la Belgique, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres modèles qui existent à ce niveau-là. Comment contractualiser, comment une collectivité peut contractualiser avec un partenaire privé, tout en faisant preuve de discernement, sans prioriser quelqu'un, sans favoriser quelqu'un, sur un monde qui est très concurrentiel. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, la délégation à service public répond à cette question-là. Yolène, est-ce que par rapport à toute la mouvance des tiers-lieux, tu observes d'autres types de montages? En fait, on sent bien que dans ce lien qui est important, notamment au milieu rural, peut-être encore plus que dans les grands centres urbains, où finalement il y a la possibilité de faire seul, que le couple en fait constitué par le ou les opérateurs du tiers-lieu et puis la collectivité locale est un sujet important, sensible. Je sais qu'il y a eu parfois des polémiques sur les gestionnaires de tiers-lieux qui avaient la sensation de tomber un peu sous le contrôle ou sous la coupe. Donc comment on fait pour être à la fois fonctionner ensemble, pour parfois bénéficier du soutien, pour que la collectivité s'assure en même temps que ça répond bien à ses objectifs de politique publique et que ce soit à ce titre-là qu'elle finance, notamment si c'est le cas, et en même temps pour laisser une certaine marge de manœuvre et que ce projet, du moins qu'on n'exproprie pas les porteurs de leur propre projet. C'est vrai qu'il y a plusieurs modèles. Nous, on aime bien dire que la collectivité, elle est là pour, en tant que facilitatrice, en fait, faciliter l'émergence du projet. On a parlé beaucoup de communauté. Ça nous paraît être un prérequis, en tout cas, à la dynamique de ce type de lieu, en fait, qui est en amont un groupe de personnes qui ont envie de porter ce projet, qui vont être là pour l'animer, qui est cette volonté de faire de l'échange, du partage, de se rencontrer, de faire de ce lieu aussi un lieu de vie et pas simplement un lieu de travail. Sinon, ça n'aurait pas de sens de recréer des lieux de travail où on ne se sent pas bien dedans. Donc, il y a vraiment cette volonté. Donc ça, c'est un peu la base du projet et de sa réussite. Donc en fait, c'est vrai que se pose la question de la collectivité, du rôle, parce que pour le coup, quand on a des projets qui sont que portés par les collectivités, on s'interroge sur le fait qu'il y ait cette communauté en fait et cette envie d'un groupement de personnes qui ont envie de faire ce projet. Donc c'est pour ça qu'on aime bien des modèles un peu hybrides où on sent qu'il y a un portage de projet qui est soit associatif, soit coopératif.
et que la collectivité est quand même là pour faciliter en fait la mise en œuvre du projet. Donc que ce soit de la mise à disposition de locaux, de la mise à disposition de matériel, voilà, donc dans ce rôle effectivement de facilitatrice. Et puis après, il y a d'autres modèles type les coopératives, qui sont les SIC, qui sont des nouveaux modèles qui sont assez intéressants parce que là, pour le coup, c'est des gouvernances très ouvertes, partagées, et la collectivité peut prendre des parts dans la société coopérative. Et là, on est vraiment à un niveau, on va dire, d'égalité totale entre des porteurs de projets, des usagers qui peuvent aussi prendre des parts dans la société. C'est-à-dire que là, c'est intéressant aussi, où je vais dans un coworking et par ailleurs, j'ai des parts dans ce coworking, donc je suis vraiment là actif dans la vie du lieu. Et puis la collectivité qui a aussi des parts, donc qui a une voix en fait qui est au même titre que les autres. Ça, c'est un modèle en tout cas qui se développe de plus en plus. Et alors, c'est pas encore mûr pour tous, donc nous on travaille justement à déjà faire de l'acculturation sur ces nouveaux modèles, la mise en place de ces nouveaux modèles, comment la collectivité prend des parts, donc c'est des titres participatifs dans le modèle. Enfin, tout ce montage juridique aussi va être travaillé par l'ASSO pour être essaimé. Ok. On essaye de rattraper un petit peu le temps. On avait démarré en retard, mais on aimerait finir à peu près à l'heure. Du coup, on va peut-être vous passer quand même la parole. J'imagine que vous avez des questions à poser. Oui, bonjour. Je suis en train de travailler sur le recensement des tiers-lieux sur la métropole de Lyon. Je suis à peu près à 300, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y aura le problème de la définition. Et ça, je pense que... Donc ma question va être deux pour la métropole de Lyon et au niveau national. C'est aussi concernant l'accessibilité, notamment au public. On a parlé d'électronisme et des gens qui sont demandeurs d'emploi, etc. Dans les tiers-lieux que j'ai recensés, à moins de 10% sont accessibles à tous. Tous les autres sont vraiment des cercles. En fait, on parle de réseau, mais c'est que des cercles. Tu rentres, si tu peux payer 100 € par mois ou autre. Donc voilà, je voulais avoir la réflexion au niveau national, et notamment par rapport à ces fabriques. Et je voulais aussi demander à la Plaine de l'Ain s'il y a cette possibilité d'accueillir des publics en précarité. Je vous remercie. Pour nous, c'est clairement un enjeu. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, on travaille aussi avec Pôle emploi. L'objectif, c'est de faire de ces lieux des portes ouvertes, justement, à l'insertion, à l'accompagnement, à l'inclusion numérique. Enfin, ça, c'est dans l'appel à manifestation d'intérêt, c'est clairement énoncé. Enfin, voilà, ces lieux sont des lieux d'accueil d'un public fragile ou qui a besoin d'accompagnement. Et l'association, le programme est financé par le ministère, Cohésion des territoires et ministère du Travail. C'est bien pour faire en sorte que ces lieux-là aient un rôle dans ça. C'est plutôt le cas en ruralité, où là on sent que les lieux en ruralité et en QPV, donc ceux qui sont financés par l'AMI, ils ont cette dimension-là. On est peut-être moins effectivement sur ces enjeux-là en métropole, où il y a d'autres acteurs qui le font par ailleurs, quoi. Si je ne dis pas de bêtises, je crois même qu'il y a précisément des critères avec une demande de plage de gratuité. Oui. Ah oui. Il faut que le lieu soit ouvert, gratuit, ouvert d'ailleurs sur des horaires qui sont assez larges pour être justement ouvert le plus largement à tous les publics. Et on fait effectivement très attention à ce que tous les publics peuvent venir dans ces lieux, puissent venir dans ces lieux. Oui, si je peux compléter, effectivement, on vient d'être labellisé, donc, mais je ne fais pas partie du jury, heureusement. Mais non, mais il y a effectivement ce côté-là qu'on avait souhaité mettre en avant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on est en plein dans un quartier politique de la ville. Le Lab, si vous avez l'occasion de le visiter, il est en face de la gare d'Ambérieu, mais on est en plein quartier politique de la ville. Pour revenir un petit peu également sur la DSP, parce que c'est quelque chose effectivement qu'on a étudié. Ceci étant, dans la délégation au service public, on met que ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de négocier avec le partenaire. Là, on a négocié des choses qui sont partie intégrante des activités que nous, élus, on souhaite faire porter par cette association. C'est inscrit noir sur blanc dans la DSP. Ceci étant, l'association qui gère le Lab 01 a toute latitude à développer des activités à côté de la délégation. C'est son problème. Donc ça n'exclut pas le fait de développer d'autres activités. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, et ce qui permet aujourd'hui à l'association de pouvoir trouver un équilibre financier. Ça en fait partie. Ceci étant, par rapport à cet appel à projet
qui est relativement récent. C'est ce qui nous a poussé à vouloir répondre de manière très rapide. C'est exactement ce que vous dites. Il nous paraissait complètement illogique, alors qu'au départ, en 2014, on était vraiment dans le cadre de notre compétence communautaire développement économique. C'était l'objet de la naissance du lab. Quand on fait le bilan 6 ans après, on s'aperçoit qu'on a largement dépassé ça. Et effectivement, si vous vous renseignez ou si vous allez au Lab 01, alors je crois que c'est le mardi, c'est, entre parenthèses, journée porte ouverte. Et vous pouvez discuter avec n'importe quel habitant du quartier prioritaire, il saura où est le lab, il sait que s'il a besoin de quelque chose, il pousse la porte, quelqu'un va l'accueillir, il n'y a absolument aucun problème. Il y a une personne qui est là, il y a 3 personnes au lab qui sont là pour accueillir, il y a des formations qui sont assurées, il y a tout un tas de choses. Ça fait aussi partie des éléments qui vont se développer dans le cadre de la fabrique de territoire qui a été évoquée tout à l'heure. Et qui justifie le soutien financier de la Comcom au titre de ses missions finalement de service public, puisqu'une des autres difficultés, c'est de faire combiner à la fois des services marchands et des services non marchands dans un même lieu et sur un même compte d'exploitation. Une autre question, ouais. Merci, bonjour. Moi, je travaille à la métropole européenne de Lille et j'avais des questions pour l'association France Tiers-Lieux. Aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui permet d'accompagner le financement des réseaux. Donc, c'est charge aux métropoles ou aux intercommunalités de s'en occuper, en plus de l'ingénierie qu'elle met à disposition des tiers-lieux et des réseaux. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer à ce niveau-là? Et puis... de quelle manière l'association va pouvoir échanger aussi avec les acteurs tels que la Poste, tels que la SNCF, parce qu'on sait qu'eux, ils désertent les collectivités, les communes rurales et périurbaines aussi. On a même un cas chez nous, une Poste qui envisage d'ouvrir un espace de coworking et pas un tiers-lieu, alors que le sujet des tiers-lieux, c'est vraiment le foncier et c'est comment on peut les accompagner là-dessus. Alors sur la première question, on l'observe aussi. Enfin, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, au moment du programme national, effectivement, le choix a été fait d'aller financer des lieux en direct. C'est pour ça que d'ailleurs on demande à ces lieux d'être centres de ressources aussi, pour faire quand même ces débuts de réseau. Donc effectivement, aujourd'hui, pour être clair, il n'y a pas de ligne de financement qui est pour accompagner les réseaux ou l'ingénierie, ce qui nous pose aussi, nous, un réel problème, puisqu'on... Alors ça, c'est le boulot qu'on fait pour justement éviter toutes les concurrences. L'idée, c'est de mettre tous ces gens en réseau et de faire ensemble qu'il n'y ait pas de mise en concurrence dans les territoires. On travaille, en Hauts-de-France, on travaille beaucoup avec la compagnie des tiers-lieux. Voilà, on est en train de travailler avec eux justement à la mise en place de leur modèle économique, de comment ils peuvent accompagner et d'aller chercher des sources de financement pour faire cette ingénierie dont les acteurs ont besoin. En tout cas, c'est un des sujets qu'on a bien identifié. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais on y travaille clairement parce que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on mette en place, surtout si on développe tous les réseaux dans les régions. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on les équipe, qu'elles aient des moyens de faire cette offre d'accompagnement dont tout le monde a besoin. Alors ça, oui, ça c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est notre rôle. De développer, donc on travaille beaucoup avec la compagnie des tiers-lieux notamment parce qu'ils sont plutôt en avance sur ces questions-là. Donc là, on travaille justement à la mise en place d'outils mutualisés avec eux, à un niveau régional et national. L'idée, c'est que quand on le fait dans une région, ça puisse servir aux autres. Donc ça, c'est une partie que l'ASSO va pouvoir financer sur la mise en œuvre des outils. Après, il y a toute la question effectivement de la vie de ces outils. Parce que c'est bien beau de les construire, mais encore faut-il derrière les maintenir, les animer. Et donc on va réfléchir. Il y a un groupe de travail sur les outils communs qui est en cours avec des membres du Conseil national des tiers-lieux, dont la compagnie des tiers-lieux. Et on fait d'ailleurs un hackathon sur le sujet pendant 2 jours pour réfléchir à des modèles économiques aussi derrière ces communs. Puisqu'il y a l'idée de cofinancer, de faire un cofinancement de tous les acteurs qui utilisent en fait le commun. C'est des nouveaux modèles économiques qu'il faut qu'on mette en place. Et sur la deuxième question qui était... Pardon,
La Poste, oui. La Poste, SNCF, enfin, voilà, les partenaires. La Poste, ils sont administrateurs de l'association, donc ça tombe bien. Donc on va travailler avec eux justement sur, et je suis entièrement d'accord avec vous, hein, l'idée c'est pas de transformer les bureaux de poste en coworking et en location d'espace, mais bien d'y mettre du service aussi. Et SNCF, ils le font déjà pas mal, la SNCF, et on travaille avec eux sur l'identification des porteurs de projets. Ils sont quand même très volontaires, la SNCF. En fait, eux, ils ont le problème inverse. En fait, ils ont plein d'espaces, mais ils ne savent pas comment les occuper. Donc, ils cherchent des projets. Alors, leur problématique est un peu... C'est qu'ils ont beaucoup... ils ont des espaces de 2000 mètres carrés par an. Donc, il y a une logique aussi de comment on occupe des espaces aussi grands. Donc, on travaille avec eux sur ça. Ben ça, ils sont déjà là-dessus, hein, ils sont leur, il y a le dispositif 1001 gares, je crois. Exactement, il y a le dispositif 1001 gares au sein de la SNCF. En fait, voilà, à la SNCF, il y a SNCF IMO qui est sur ces gros espaces. Il y a 1001 gares qui travaillent sur la réhabilitation des gares. Il y a plusieurs exemples. Il y a la gare de Saint-Omer notamment qui a été labellisée il n'y a pas longtemps. Ils travaillent vraiment dessus. Donc ça, c'est notre rôle aussi, nous, au niveau national, d'aller embarquer tous ces acteurs partenaires. Je crois qu'il y a une question là. Juste un petit complément, mais sur ces territoires frontaliers, il y a aussi des initiatives de mise en réseau dans le cadre de projets Interreg. Sur le coworking, il y avait le projet Coffee, notamment dans la programmation précédente. Et là, sur le territoire champardonnais, il y a un projet de mise en réseau des espaces de coworking du sud de la province de Namur, dont un espace opéré par le BEP, avec les espaces champardonnais et Ardennes Métropole. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'aurais juste une question sur la démystification de ces objets. Moi, je suis en doctorat rattaché à l'Université d'Aix-Marseille et rattaché aussi à la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Et mon travail de recherche porte sur les stratégies du numérique et notamment via mon point d'appui, les cités du numérique, comme à Chalon, qui ouvre l'année prochaine une cité du numérique. Et donc j'ai commencé mon travail de recherche par un benchmark en cherchant des mots-clés simples, cité du numérique. Donc j'ai trouvé cité numérique, cité de l'innovation, cité du numérique et de l'innovation. Et puis la semaine dernière, je suis tombée sur effectivement le document de la fabrique numérique des territoires. Et en regardant un petit peu, effectivement, je suis tombée sur le Lab 01 qui était la même chose que la cité du numérique ou les cités du numérique sans s'appeler cité du numérique. Et puis là, en écoutant aussi le hub, donc c'est un... Alors, attendez, le nom que vous m'avez dit, le track. Le track, je me dis, mais c'est quasiment la même chose. Donc, en fait, beaucoup de lieux recensent les mêmes services. Et ma question, au final, c'est comment on peut nommer ces lieux? Est-ce que c'est tiers-lieu? Est-ce que c'est hub? Qui va avoir le fin mot sur la dénomination? Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est par rapport notamment au track ou au Lab 01, comment avez-vous choisi la nomenclature de services à l'intérieur de ces lieux? Je vais commencer, je vais tenter. Je disais tout à l'heure que justement, de notre côté de la frontière, la notion, il y a beaucoup de jargon et déjà la notion de tiers-lieu est mal appréhendée, mais on est plutôt tourné vers des notions anglo-saxonnes de shared place, en fait. Je dirais, et ce qu'on va retrouver, en fait, c'est en s'appuyant sur les valeurs qu'on va peut-être justement faire ressortir ce qui est intéressant dans ces différents lieux qui, en effet, font la même chose. On a parlé de communauté tout à l'heure. Je pense dans la question de Vincent aussi tout à l'heure, quand tu disais comment, au départ des coworking aussi, on a essaimé vers d'autres lieux. Il y a la question de la communauté et la question du lien social, je pense beaucoup dans ces lieux. Donc, à partir de là, en effet, comment construire... un vocabulaire, comment parler à qui permettent de vulgariser, c'est pas facile. Hein. C'est un vœu pieux. Mais je crois que le choix, en tout cas côté français, au niveau national, c'est d'utiliser la terminologie de tiers-lieu, en tout cas a priori, pour essayer de faire de la vulgarisation. Sinon, vous n'auriez pas choisi ce nom-là pour l'association. Après, voilà, il y a les enjeux marketing de ceux qui lancent les programmes, quoi. Donc voilà, à chaque fois qu'on lance un programme, il faut un nom.
bon, tout ça, ce sont justement le mot valise, mais il a un intérêt, c'est qu'il arrive à fédérer quand même pas mal de gens autour. Donc le tiers-lieu, les tiers-lieux, c'est quand même un mot qui est assez fédérateur. Après, il y a des cités numériques qui sont sûrement des tiers-lieux, d'autres qui... là, j'ai pas de réponse vraiment sur qu'il faut un mot. Oui, peut-être. Tiers-lieu me paraît être le mot le plus générique possible. Voilà. Juste pour compléter par rapport au choix et à la fonction, en tout cas pour nous, ça a été uniquement lié au fait de vouloir accompagner, dans le cadre de notre compétence développement économique, des chefs d'entreprise qui avaient besoin d'un outil. Alors, un outil en 2014, ça s'appelait un Fab Lab. Depuis, il s'est complété, mais c'était surtout pour répondre à ce besoin-là, très clairement. Il a évolué, les années ont passé, il a évolué, mais l'objet premier, c'était ça. Mais c'est vrai que de manière générale, par contre, ça pose la question de comment on rend ça facilement accessible à tout le monde et pas simplement à un public d'initiés. C'est vrai que ces terminologies ne sont pas forcément toujours connues, sont parfois multiples et du coup, c'est pas facile derrière de... Donc il faut faire un choix, en fait, je crois, et puis après s'y tenir. Surtout, c'est surtout ça l'enjeu. Et puis votre question, elle soulève aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on l'a vu à travers les échanges tout au long de cet atelier, c'est-à-dire que si on revient un petit peu au fondement sur les espaces de coworking, à la base on était beaucoup quand même sur des communautés d'activités autour du numérique, mais aujourd'hui on a des espaces de coworking où le numérique est quasiment absent finalement parmi les utilisateurs. Par contre, dans les usages, tout le monde s'appuie grosso modo sur les outils du numérique. Si on regarde l'émergence et l'appui qu'on va amener au projet de tiers-lieux, dans certaines collectivités, ça va dépendre de la délégation et de la compétence au développement économique. Pour d'autres, ça va dépendre de la compétence et de la délégation au numérique. Donc il n'y a effectivement pas une situation... Pour d'autres, la culture, pour d'autres, le social, enfin... Et on voit à travers Nouveau Lieu, Nouveau Lien qu'il y a une hybridation aussi des politiques publiques, même au niveau national. C'est pas pour rien que c'est porté de façon interministérielle. C'est vrai qu'il y a un sujet quand on redescend après dans les collectivités où c'est pas toujours évident de savoir qui va mener cette politique locale des tiers-lieux. Donc souvent c'est porté par le numérique parce que c'était une approche très usage numérique, mais on se rend compte que ça a ses limites aussi, puisqu'effectivement on est sur des lieux qui sont tellement hybrides aujourd'hui qu'on a besoin de cette compétence justement dans les collectivités de coordination des différents silos qui ont pu être faits. Et je sais qu'il y a des intercos qui justement mettent en place, prennent une ressource pour justement travailler à cette coordination des différents acteurs et sortent le sujet tiers-lieu du numérique. Voilà, puisque c'est vrai qu'il n'est pas toujours que numérique. Du coup, je vous propose d'arrêter. On est quasiment à l'heure. On a rattrapé à peu près le temps. Ah, il y avait une question, pardon. La dernière, alors. Je me suis réveillée un peu tard. Je vais profiter de la présence du maire d'Ambérieu, parce que j'ai une petite question. Moi, je travaille pour Citeos. Et on parle de tiers-lieux, on parle d'attractivité. Je sais que vous êtes une ville qui avait été retenue pour dans le programme Action Cœur de Ville. Du coup, est-ce que vous arrivez à lier le programme Action Cœur de Ville et éventuellement les aides financières que vous avez pour faire un lien avec l'attractivité, les tiers-lieux? Comment vous arrivez à tout mettre en lien, en fait, concrètement? Alors, effectivement, on va me traiter d'opportuniste, mais effectivement, on a la chance de bénéficier, entre autres, du dispositif Cœur de Ville. Alors après, c'est un équilibre à trouver. On l'a vu, c'est pas... La problématique d'une collectivité, d'une commune aujourd'hui, elle ne peut plus travailler toute seule. C'est terminé, ce tal-là, il est fini. D'où l'intérêt de mettre en place une intelligence assez rationnelle et qui profite à tout le monde pour qu'on développe ça au niveau d'un territoire. Et il me semble que l'outil intercommunal est un très bon outil. Vous parlez de développement économique. Aujourd'hui, c'est une compétence communale, enfin intercommunale. Ce n'est plus une compétence à l'échelle de la commune. Comment on lie ça tout derrière avec Cœur de Ville? On le lie à travers des actions. Il y a des actions que j'ai fait moi en propre. Par exemple, j'ai créé mon propre réseau de fibres optiques noires aujourd'hui. Les 90 bâtiments de la commune d'Ambérieu, bâtiments publics, sont tous connectés entre eux avec une fibre optique noire. Je suis opérateur et développeur. Je suis homologué en tant que tel au niveau national, comme opérateur en tant que tel,
d'une fibre optique. C'est un des éléments qui va me permettre, je travaille chez Citeos, qui va me permettre un jour, j'ai entendu parler tout à l'heure de smart grid ou de ville intelligente, je pourrais être, pas de suite, mais je pourrais être en capacité, avec l'architecture, la colonne vertébrale que j'ai créée à travers ce réseau, d'imaginer que demain, tout mon éclairage public, par exemple, pourra être piloté via cette fibre optique, pourra être éteint tous les soirs à 23 h, allumé à 5 h du matin, par exemple. Tous les panneaux lumineux de la ville sont déjà connectés entre eux et discutent entre eux, dialoguent entre eux à travers cette fibre optique. C'est tout un tas d'éléments comme ça, de briques les unes à côté des autres, qui font qu'on arrive avec tous les partenaires, suivant leurs compétences, suivant leur appétence, suivant le besoin d'accompagnement ou pas, qu'on arrive à faire en sorte de créer une communauté intelligente dans ces domaines-là. Il y a d'autres exemples, je cite cela parce qu'ils me viennent en tête et ils sont opérationnels. J'essaye de réfléchir à une autre application qui pourrait être mise en œuvre rapidement, j'en vois pas d'autres pour l'instant, mais je passe à l'éclairage public puisque vous avez parlé de Citeos. Mais voilà, c'est ça qui fait qu'on arrive à jongler avec tous ces éléments-là. Je rappelle aussi, vous avez évoqué Cœur de Ville, qu'il y a 5 thématiques principales à développer dans Cœur de Ville. Il y en a une qui est spécifique sur le smart en général. Ça a été dit tout à l'heure lors de la table ronde précédente par la personne qui représentait la Banque des Territoires. Il y a vraiment une ingénierie qui est mise à disposition des 222 villes en France qui sont éligibles à ce programme pour développer ce type de compétences. Donc j'en ai bénéficié, je vais continuer à en bénéficier pour les 5 ans qui viennent. La ville Lambérieux, pardon, excusez-moi. La ville Lambérieux va continuer à en bénéficier pour les 5 ans qui viennent, puisque le programme dure 5 ans. Mais c'est en agglomérant tous ces éléments-là et en essayant d'être assez ouvert et assez perméable à tout un tas de dispositifs qui sont en train de se mettre en place à droite et à gauche qu'on arrive à construire ce type d'équipement et qu'on arrive à structurer un territoire. Bon, je vous remercie. Merci de votre participation. On va en profiter aussi pour vous signaler qu'on anime un autre atelier demain. C'est ça. D'abord, remercier aussi l'ensemble de nos intervenants. Certains ont des trains, donc on va les libérer. Et juste en 2 mots, donc effectivement, demain, 2 autres ateliers sur lesquels on vous invite à nous rejoindre. L'un d'entre eux à 15 h sur la question de la mutualisation des ressources au sein des territoires et comment on met en réseau ces différentes ressources. Alors, je vais rebondir sur une question qui était posée tout à l'heure. Les ressources, ça va être des personnes, ça va être des infrastructures, ça va être des lieux, y compris des lieux vacants laissés par des acteurs qui soient publics ou privés, et comment la mutualisation de ces ressources permet de faire naître des projets dans les territoires à partir du moment où on travaille à les mettre en réseau les unes avec les autres. Donc on aura un atelier là-dessus à 15 h et puis un deuxième... Et un deuxième atelier à 14 h qui sera sur un sujet tout autre qui a déjà été évoqué tout à l'heure. C'est un projet qu'on conduit en lien avec la Public Factory, qui est donc un dispositif mis en place par Sciences Po Lyon sur l'innovation dans le domaine public autour de la question de l'évolution des métiers des agents en lien avec la diffusion du numérique. Voilà. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir.